Et on débute donc avec la sénatrice du jour élue du Val-de-Marne. Vous siégez dans le groupe écologiste Solidarité et Territoire. Bonjour Sophie Taillé-Polian. Bonjour. Et on précise que vous êtes membre du mouvement Génération. On commence par la crise sanitaire et Emmanuel Macron qui a donc été détecté positif au coronavirus. On va regarder la une du Dauphiné Libéré ce matin. 18 000 nouveaux cas, dont Macron. Est-ce que Emmanuel Macron n'est qu'un cas parmi d'autres ou est-ce que ça va plus loin pour vous ? Non, effectivement, c'est qu'un cas parmi d'autres. J'espère qu'il a respecté l'ensemble des gestes barrières, mais on le sait, ça ne préserve pas totalement. Donc, bon, après, il avait quand même beaucoup moins de chances d'être infecté que les premiers de corvée, ceux qui se lèvent tous les matins pour aller à leur travail et laisser, on pense notamment aux soignants, mais comme n'importe qui d'entre nous, eh bien, ce virus... on ne maîtrise pas les choses. Et pas de problème particulier pour les institutions, pas de problème politique, c'est ce que disait hier notamment Claude Malhuret. Lui, il y voit un problème politique, c'est votre avis ou pas ? Non, pas de problème politique. Moi, je pense que les institutions, le gouvernement, sont là. Si jamais le président de la République a quelques jours d'incapacité, ça peut arriver à tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est juste la vie. 18 000 nouveaux cas, c'est ce qu'a annoncé hier Jérôme Salomon. L'évolution préoccupante, c'est ce qu'il dit, avec une tendance à la hausse désormais qui se dessine. Est-ce que, du coup, le couvre-feu vous paraît suffisant ou est-ce qu'il faut prendre des mesures plus strictes dès maintenant pour éviter une recrudescence et une flambée de l'épidémie en janvier ? Écoutez, c'est difficile pour moi de m'exprimer parce que le conseil scientifique émet un certain nombre de recommandations, etc. Je pense qu'il faut les suivre au plus près. Donc moi, j'ai pas les chiffres sous les yeux et quand on a été consulté, on a été sur des grands principes et des grandes idées. Donc, mais en tout cas, il faut que chacun redouble d'efforts pour que nous ne soyons pas dans début 2021 dans une situation très difficile. Et vous faites confiance au gouvernement sur les mesures prises pendant les fêtes, qui misent plutôt sur la responsabilité individuelle durant cette période de Noël. Vous dites que c'est un bon signal, on ne pouvait pas priver les Français de Noël ? C'est vrai que ça aurait été très, très difficile. En même temps, il faut que chacun soit extrêmement prudent et responsable. Et voilà, j'espère que ce sera le cas. Un mot sur le monde de la culture. On va recevoir dans une demi-heure l'acteur Philippe Torreton avec le monde de la culture qui connaît des heures difficiles. Est-ce que pour vous, il aurait fallu rouvrir les lieux culturels durant cette période ? Toute la difficulté, c'est d'avoir un peu un sentiment d'un deux poids, deux mesures. Quand on peut rouvrir un lieu de culte et pas rouvrir une salle de spectacle, quand on peut rouvrir des magasins et qu'on ne peut pas rouvrir un musée. Vous voyez, il y a des choses qu'on ne comprend pas vraiment très bien et qui n'ont pas grande logique. Donc, c'est vrai que cela met toutes les professions de la culture en une sorte d'incapacité à se projeter. Et c'est vrai que quand on est dans le milieu de la création, on a besoin aussi d'avoir des échéances, des dates. Et là, c'est un sorte de grand vide et c'est vraiment extrêmement difficile, avec en plus un tissu d'associations, d'artistes qui sont souvent relativement fragiles, ou en tout cas, c'est la réalité du tissu culturel français. Donc, ça vous inquiète pour oui. Vous, il est en danger, ce tissu culturel français Oui, je crois qu'il faut vraiment être très très présent à ses côtés et rouvrir dès que possible, et peut-être aussi avoir le sentiment qu'il n'y a pas que ceux qui crient le plus fort qui doivent... parce qu'on a un peu le sentiment à chaque fois que ceux qui crient le plus fort obtiennent des choses. Ça fait des mois et des mois que dans les différents projets de loi de finances rectificatives, on parle de la culture, mais moi je crois que souvent le gouvernement a un plan d'urgence de retard. Voilà. Avec quand même une hausse historique du budget de la culture dans le budget 2021. Oui, après plusieurs mois où on a parlé des problèmes spécifiques liés à la culture. On va continuer à parler de cette crise sanitaire, on va parler du vaccin, puisque le gouvernement hier a présenté sa stratégie vaccinale devant les sénateurs. On voit ça avec Quentin Calmet. Bonjour Quentin. Bonjour Oriane, bonjour Sophie Taillé-Polian. Bonjour. Hier matin, les sénateurs devaient donc écouter le Premier ministre, Jean Castex, présenter la stratégie vaccinale du gouvernement. Et puis, dans la foulée, Olivier Véran. Et finalement, ils n'ont eu qu'Olivier Véran. C'est lui qui a pris la parole suite à un petit coup de théâtre en ouverture de séance. C'est ça, Jean Castex est cas contact du chef de l'État. Il est donc parti à l'isolement. Cela a été annoncé par le président du Sénat en ouverture de séance, pile au moment où le communiqué de l'Élysée annonçait le test positif du président de la République. Écoutez, Gérard Larcher, on voit ce moment. Avant de donner la parole à Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, je voulais vous informer que, je l'ai eu au téléphone, que le Premier ministre étant susceptible d'être cas contact, il s'applique à lui-même ce qu'il demande aux Français,
et par principe de précaution, il s'isole en attendant les résultats des tests. Je l'ai eu au téléphone. Il m'a demandé de l'excuser devant le Sénat, mais je n'ai pas à l'excuser, car il s'applique tout simplement ce que nous demandons à chaque Français, que nous devons nous appliquer à nous-mêmes, et je lui souhaite le meilleur. Voilà, Monsieur le ministre, si vous voulez prendre la parole. Et c'est donc Olivier Véran qui a pris la parole avec de nouvelles annonces à la clé. Alors, tout d'abord, le ministre a rappelé les grandes lignes de la stratégie de vaccination qui s'appuie d'ailleurs sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Ça a été rappelé hier. On va rappeler aussi ces grandes lignes. Tout d'abord, seront vaccinées les personnes âgées dans les EHPAD et ce, dès décembre, a dit hier le ministre. Le ministre de la Santé qui a parlé de peu de temps après Noël. Ensuite, début mars, les personnes avec un facteur à risque et certains personnels de santé. Et ensuite, au printemps, la troisième phase avec toute la population majeure qui sera invitée à être vaccinée. Cette vaccination qui s'annonce comme un défi logistique immense. Écoutez à ce propos Olivier Véran. On a donc la nécessité de le conserver à moins 80 degrés dans des conditions de sécurité absolument drastiques. Une fois décongelé, nous avons 5 jours pour l'administrer au plus tard aux patients. Et nous n'avons que 12 heures de transport pour pouvoir l'emmener d'un point A à un point B, avec plusieurs étapes que chacun peut comprendre, qui sont des centres de stockage, des pharmacies pour qu'ils puissent être préparés, et enfin les établissements pour qu'ils puissent être offerts, donnés aux patients. C'est donc une contrainte d'autant plus importante que, je le disais, il y a plus de 10 000 sites collectifs de vaccination à planifier, à programmer dans les prochaines semaines dans notre pays. Voilà, et Olivier Véran qui a rappelé un fait important, personne ne se verra imposer la vaccination, ni dans les EHPAD, ni ailleurs dans le pays, a dit le ministre. Et après Olivier Véran, tous les groupes politiques ont bien sûr eu la parole. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Alors, beaucoup de sénateurs ont prononcé des discours sur les thèmes de la confiance et également de la communication du gouvernement, le gouvernement qui est accusé d'avoir manqué de transparence vis-à-vis des masques. C'était lors du premier confinement. Les sénateurs ont appelé à être très vigilants sur les mots choisis par l'exécutif face à la méfiance, voire la défiance des Français sur la vaccination. Et sur la stratégie de commencer sur les EHPAD, il semblait être globalement d'accord avec le gouvernement. Écoutez Alain Milon qui a pris la parole pour les LR hier. Écoutez. Le choix des EHPAD, guidé par un objectif de protection d'une population hyper fragile, semble judicieux. Mais comment communiquer sur le fait que les résidents des EHPAD résident statistiquement au maximum entre 2 ans et demi et 3 ans? Et comment expliquer que les personnes décédant dans ces établissements, dans les jours ou mois suivant cette vaccination, ne décéderont pas de la vaccination? Quid des personnes âgées valides demeurant chez elles, qui ont déjà subi 2 confinements et qu'il faudrait vacciner rapidement? Voilà, un dernier mot, Oriane, pour rappeler que l'exécutif parle de 1,2 million de doses de vaccins attendues fin décembre, puis 700 000 vaccins début janvier, puis 1,6 million de doses pour février. Alors une question pour vous, Sophie Taillé-Polian. Vous étiez invité, les sénateurs, à prendre la parole hier, mais pas à voter. Si vous aviez dû valider par un vote cette stratégie de vaccination, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, hier ? Écoutez, j'aurais certainement soit voté pour, soit je me serais abstenue sur un certain nombre d'incertitudes, parce que selon moi, il y a 2 points vraiment d'alerte, d'attention. D'abord, effectivement, c'est la transparence au regard des autorités de santé, la façon dont elles valident pour ne pas être dans la précipitation. Donc ça. Premièrement, transparence vis-à-vis des laboratoires et de la façon dont ces vaccins ont été conçus. Et deuxièmement, c'est aussi le fait que le vaccin soit disponible pour les plus précaires. Je pense notamment aux travailleurs migrants dans les foyers ou des gens qui ont des difficultés à pouvoir observer dans leur vie quotidienne les gestes barrières, parce que suroccupation de logement, etc., etc. On le sait, ce virus, il touche quand même davantage les plus précaires, les plus pauvres. Donc peut-être que dans la stratégie vaccinale, eh bien, évidemment pas du tout opposé au fait qu'on puisse commencer par les personnes plus âgées, qui sont, on le sait, en plus grand danger que d'autres, mais ce vaccin, il ne fera pas tout le monde pareil. Donc ce serait certainement à intégrer, notamment les précaires,
dans cette stratégie vaccinale. Alors c'est un peu intégré quand même, ils seront validés ils seront vaccinés avant le grand public, les précaires, dans la phase 4, alors que le grand public sera vacciné dans la phase 5. Ça vous paraît pas suffisant ? Écoutez, moi j'attends quand même de voir, vous savez, en fonction des territoires, notamment je pense à la Seine-Saint-Denis, mais le Val-de-Marne aussi, dans ces quartiers populaires, ont été beaucoup plus touchés que d'autres départements de la région parisienne. Donc ça aussi, il faut l'intégrer. Un dernier mot, Quentin ? Non. Non. Tout à l'heure, Quentin. À tout à Vous l'heure. revenez tout de suite. Vous revenez très vite d'ailleurs pour la revue de presse de Sophie Taillé-Polian. Juste un mot sur ce vaccin parce que évidemment il y a une stratégie française, mais elle dépend beaucoup de la stratégie européenne. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, insiste beaucoup sur le fait que tous les pays auront des doses en même temps, que la campagne de vaccination pourra commencer dans tous les pays en même temps le 27 décembre. Elle a annoncé hier. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une Europe de la santé qui est en train de naître de cette crise ? En tout cas, s'il y a une Europe de la santé qui peut émerger, c'est une bonne chose. S'il y a aussi une Europe qui fait en sorte qu'il y ait des investissements publics partagés avec une plus grande solidarité financière, budgétaire entre les États, c'est aussi une bonne chose. Pourvu que cette crise ait quelques bons aspects, voilà, on espère que ça va durer, cette logique de solidarité au sein de l'Europe. Au-delà de l'Europe, est-ce que vous redoutez une fracture mondiale entre les pays riches et les pays moins riches, les pays pauvres qui auront peut-être moins accès au vaccin, même si la dernière réunion du G20, ils ont essayé de se mettre d'accord pour que ce vaccin soit un bien public mondial, mais est-ce que vous redoutez quand même cette fracture ? Bien sûr. L'accès égal aux médicaments est une question fondamentale qui ne se pose pas d'hier. On l'a vu pour un certain nombre de médicaments, notamment les traitements liés au sida, qui étaient très inégalement répartis. On sait que les laboratoires aujourd'hui pharmaceutiques ont une logique privée, ont une logique de rentabilité maximum, et que donc ils vendent au plus offrant, et avec la logique des brevets également. Donc bien sûr que c'est un très fort enjeu, et malheureusement, je ne suis pas sûre que quelques bonnes intentions au G20 permettent de résoudre ce problème. On va parler d'un autre sujet d'actualité, Sophie Taillé-Polian. Aujourd'hui, c'est Gérald Darmanin qui reçoit les syndicats de policiers et de gendarmes ce matin pour répondre à leur malaise, aux difficultés structurelles, aux 7 péchés capitaux dont il a parlé devant les députés. Comment on y répond à ce malaise et à ces problèmes structurels, selon vous ? Alors, selon moi, il est urgent de rétablir la confiance entre les citoyens et la police nationale. Parce que je pense que le malaise des policiers est aussi beaucoup dû au fait que, d'une part, on leur donne des ordres et on met en place des dispositifs de maintien de l'ordre avec des policiers qui ne sont pas spécialistes de ce maintien de l'ordre. Ça aboutit à des violences policières. Et quand il y a des violences policières, la défiance monte entre les citoyens et les policiers. Mais ce n'est pas les policiers, dans leur grande majorité, qui sont responsables de ça. Donc déjà, il faudrait rétablir la confiance de ce point de vue-là. Et puis, bien entendu, il faut aussi améliorer grandement, nettement, avec beaucoup d'efforts, la condition de travail des policiers. Les commissariats sont délabrés. Ils n'ont pas forcément le nombre de véhicules ou de protection, enfin de matériel nécessaire à leur travail. Donc, il est évident qu'il y a beaucoup à faire. Un mot sur l'IGPN, vous souhaitez qu'il soit réformé, vous ? Alors, j'ai déposé une proposition de loi, effectivement, pour la rendre indépendante, parce qu'on ne peut pas se contrôler soi-même, on ne peut pas enquêter sur soi-même. Donc, à mon sens, c'est déjà le cas notamment en Belgique, au Royaume-Uni, où on a vraiment fait une distinction. C'est essentiel. Encore une fois, l'idée, c'est de renforcer et retrouver le chemin de la confiance. Parce que quand les policiers disent « Ah oui, mais nos enfants, ils osent plus dire », justement, que leurs parents sont policiers, justement, c'est cette confiance qu'il faut restaurer. Et ça ne se fera pas en invectivant les uns ou en culpabilisant les autres. Il faut cesser un certain nombre de pratiques. Je pense notamment aux brigades qui sont envoyées faire du maintien de l'ordre, alors que ce n'est pas leur métier, ce n'est pas leur travail, avec des méthodes brutales. Ça doit cesser. Il y a beaucoup de choses qui doivent être réformées dans la police et dans l'action du ministre, qui a une responsabilité majeure dans cette crise. Puisqu'on parle des forces de l'ordre, le Sénat travaille en ce moment sur la proposition de loi sécurité globale et notamment son article 24 dont les rapporteurs ont annoncé qu'il serait complètement réécrit avec notamment un passage par le code pénal et non plus par la loi de 1880. Est-ce que ça vous semble la bonne solution ? Est-ce que c'est une rédaction que vous pourriez voter ? Alors écoutez, on verra la rédaction, mais en tout état de cause, je crois qu'aujourd'hui, dans la situation, ce n'est pas en empêchant les gens de filmer qu'on va résoudre le problème. Au contraire, ça va encore augmenter la défiance.
Donc, il faut permettre aux gens de filmer, permettre évidemment aux journalistes de faire leur travail. Ce qui est prévu dans l'article 24, ce qui est sanctionné, c'est la diffusion malveillante sur les réseaux sociaux, notamment d'images. On sait très bien que c'est très difficile de caractériser une intention. Donc à partir de là, on va avoir des pressions et les gens qui ont un téléphone, ils vont se dire « Oula, je vais peut-être pas le sortir, je vais être en risque ». Et on sait après que beaucoup de violences policières sortent parce qu'il y a des gens qui filment. Donc on a l'impression qu'on veut mettre le couvercle. C'est pas mettre le couvercle qu'il faut. C'est au contraire libérer la pression et restaurer la confiance. Et pour ça, il ne faut pas des mesures pour cacher. Il faut des mesures de transparence. Transparence dans les enquêtes internes à la police quand il y a effectivement des suspicions ou des cas avérés de violences policières et donner les moyens aux policiers de faire leur métier. Et faire en sorte que les policiers qui fassent du maintien de l'ordre, ce ne soient pas des brigades dont le métier en fait n'a rien à voir. Quand vous envoyez les braves là ou alors la BAC en maintien de l'ordre, ce n'est pas leur métier, ils ne sont pas formés pour ça et ils n'ont pas le commandement, la chaîne hiérarchique qui est bien organisée pour faire en sorte que les choses se passent bien. Donc il y a une responsabilité qui est liée à la chaîne de commandement et tout en haut, il y a le ministre qui par ailleurs, au lieu de dire qu'il est là pour garantir l'équilibre entre la police républicaine et les citoyens, dit qu'il est là pour protéger les policiers. Non, il est là parce que le politique, il doit veiller à la concorde, à l'équilibre entre le fait qu'on ait confié la capacité à la police d'avoir des moyens d'exercer le contrôle et aussi les droits des citoyens et des citoyennes. C'est ça son rôle. C'est pas de protéger à tout prix et de mettre le couvercle. Un dernier mot sur un autre sujet, c'est la loi de décentralisation que Jacqueline Gourault, la ministre, a présentée hier devant les sénateurs, la loi qui s'appelle maintenant 4D. Parmi les mesures, il y a l'expérimentation d'une recentralisation du RSA. Est-ce que ça vous paraît une bonne chose ? Mais écoutez, oui, pourquoi pas ? C'est une demande en tout cas de certains départements. Mais je crois que la demande principale, c'est de faire en sorte que les départements aient les moyens de leur mission. Et d'ailleurs, c'est ce que demandent toutes les collectivités territoriales, avoir les moyens de leur mission. On a un État qui recentralise, qui se décharge de ses responsabilités et qui fragilise les finances des collectivités locales. Et quand je dis fragiliser, c'est vraiment un mot très très doux. Parce que depuis une dizaine d'années, c'est vraiment la dégringolade, les dotations qui sont données aux collectivités. Donc évidemment pourquoi pas, mais le problème principal, c'est quand même de financer à hauteur des besoins et les politiques sociales et le service public local. Quand on voit que le gouvernement a dit d'accord, ok, parce qu'on a demandé beaucoup, on va financer l'achat de masques par les collectivités territoriales. Mais qu'ils ont mis une date, c'est qu'à partir du 13 avril, alors qu'on a commencé à en acheter en mars, vous voyez bien que le compte n'y est pas. Donc c'est ça qu'il faut arrêter. Et on suivra bien sûr cette loi qui doit arriver en février au Conseil des ministres. On va aller à Mulhouse maintenant, Sophie Taillé-Polian. On va retrouver Laurent Baudin. Bonjour Laurent Baudin, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Et à la une de l'Alsace, Laurent, c'est Emmanuel Macron, le sommet de l'État à l'isolement. En effet, Oriane, dans l'Alsace, nous revenons sur cette annonce de l'Élysée hier matin qui, au-delà de la santé du président, est aussi un fait politique. Emmanuel Macron n'est pas le premier chef d'État ou de gouvernement testé positif au Covid-19. Mais les conséquences n'en sont pas moins importantes. Depuis plusieurs mois, le chef de l'État invite les Français à vivre avec le virus. Il a montré l'exemple, continuant à se déplacer en France et à l'étranger. Le chef de l'État était là totalement dans son rôle, comme il l'était d'ailleurs mardi, en recevant à déjeuner les présidents des groupes politiques à l'Assemblée nationale. Par contre, l'était-il en réunissant à l'Élysée les principaux responsables de la majorité mercredi soir pour un dîner de travail non essentiel en période de couvre-feu, alors que le couvre-feu est destiné justement à empêcher les dîners en ville? Emmanuel Macron, pour le coup, prête inutilement le flanc à la critique, car si le président est un Français à part, il est aussi astreint à un devoir d'exemplarité, écorné par ce dîner, lequel, à une semaine de Noël, fait quand même mauvais effet. Il y a un autre sujet aujourd'hui à lire dans l'Alsace, Laurent, c'est l'arrivée de la 5G. Oui, Mulhouse et son agglomération ont fait ce jeudi
Un bond technologique avec l'allumage par l'opérateur Orange du premier réseau 5G de la région Grand Est. Une opération encouragée par la ville. La maire Les Républicains de Mulhouse, Michèle Lutz, était d'ailleurs présente. À l'inverse, le déploiement de la 5G dans la métropole strasbourgeoise, qui devait intervenir ce mardi 15 décembre, a été reporté par Orange, le temps que la conférence citoyenne sur le climat achève de plancher sur le sujet. En fait, c'est la maire de Strasbourg et la présidente de l'Eurométropole, écologiste, qui ont obtenu de l'opérateur un moratoire. Et enfin, on termine, Laurent, avec un autre sujet, c'est l'Alsace, qui dévoile les prix de l'opération journaliste d'un jour, 26e édition d'une opération d'éducation aux médias. Oui, cela fait plus d'un quart de siècle que l'Alsace développe l'éducation aux médias. J1J, ce sont près de 1500 lycéens accompagnés par une cinquantaine d'enseignants qui ont écrit des articles que nous avons publiés sous forme de suppléments papier, sans oublier des sujets web sur l'alsace.fr. Journaliste d'un jour est une opération qui nous tient à cœur particulièrement, mais elle n'est qu'une partie de l'action de notre journal l'Alsace à l'éducation aux médias, puisqu'à J1J s'ajoute en effet l'opération Journal au collège. Et pour la tranche d'âge inférieure des 8 ans, l'Alsace a été précurseur en créant dès 1984 un hebdomadaire, le Journal des enfants, véritable outil d'éducation à l'information pour les écoliers. Sur abonnement et depuis quelques mois en kiosque, le Journal des enfants publie d'ailleurs un numéro de Noël spécial que je recommande à tous les parents. C'est une rétrospective de l'année 2020, un cadeau utile qui permettra aux plus jeunes de tout comprendre de cette année très très particulière. Et merci beaucoup Laurent Baudin. On revoit la une de l'Alsace aujourd'hui. 2 titres. D'abord Emmanuel Macron, le sommet de l'État à l'isolement, et puis la 5G qui commence à Mulhouse. Merci Laurent d'avoir été avec nous. Merci, vous souhaite Oriane. une très bonne fin d'année. Merci beaucoup Laurent Baudin. Emmanuel Macron, c'est aussi à la une de votre revue de presse, Sophie Taillé-Polian. On voit ça avec Quentin Calmet. Et Quentin, bonjour. On commence avec la une du Parisien qui était sur la contamination d'Emmanuel Macron. Oui, l'Élysée sous le choc du Covid, à lire aujourd'hui à la une du Parisien. Le journal raconte que tous les regards se tournent vers le Conseil européen des 10 et 11 décembre dernier. C'est là qu'Emmanuel Macron aurait été contaminé. Et le Parisien qui titre aujourd'hui également, vous le voyez sur la droite de votre écran, sur le dernier JT de Jean-Pierre Pernaut. Après 33 ans de 13 heures, le journal qui dit convivialité, proximité, bienveillance, pour résumer comme ça Jean-Pierre Pernaut. Son dernier journal aujourd'hui est donc une page de notre histoire audiovisuelle qui se tourne également, vous le voyez juste ici. Vous allez le regarder, Sophie Taillé-Polian ? C'est un peu un journal historique aujourd'hui, le dernier JT de Jean-Pierre Pernaut ? Écoutez, je pense pas que je serai non, je crois pas que je pourrais. C'est une page qui se tourne. Oui, c'est ça, c'est une page qui se tourne là. Nous, je serai en préfecture pour le lancement du comité de suivi du plan de relance, donc je suis pas sûre d'être disponible à 13h. Forcément. Et on va parler justement de votre département. 94citoyens.com, c'est le site d'info en ligne du Val-de-Marne. On y parle de l'agression d'un des enfants de la maire de Chevilly-Larue. Voilà, Stéphanie Domin, elle est maire PCF. Et effectivement, elle avait déjà subi des actes de vandalisme sur son véhicule. Cette semaine, l'émotion se fait encore plus vive avec l'agression physique de son adolescente de 14 ans. Il s'agirait de menaces venues de dealers de sa commune. Alors Sophie Taillé-Polian, est-ce que vous avez eu la maire au téléphone et est-ce que vous avez des nouvelles de son état aujourd'hui? Est-ce qu'elle est un peu secouée? On le serait à moins en tant qu'élue, que femme, que mère de famille. Je suis en pleine solidarité avec Stéphanie Domin. Voilà, donc évidemment, on serait choqués à moins que cela. Donc vraiment, effectivement, un pas à pas a été franchi. J'espère, je souhaite que les auteurs de cette agression soient appréhendés au plus vite. La piste des dealers, c'est aussi celle qui vous semble la plus crédible à l'heure actuelle? Écoutez, je ne sais pas, il faut laisser les policiers mener leur enquête et aboutir, mais le plus vite possible. Et c'est vrai que c'est très inquiétant parce qu'on voit quand même un certain nombre d'élus et notamment de maires qui sont au plus près des populations. Et voilà, il faut qu'on sache les protéger.
Et le Sénat qui avait d'ailleurs fait un travail là-dessus, notamment sous l'égide de Philippe Bas, sur ces agressions d'élus locaux qui augmentent. Autre information toujours dans le Val-de-Marne, c'est plusieurs communes de Val-de-Marne qui ont été sanctionnées pour leur manque de logements sociaux et certaines contestent la sanction. Oui, on parle de Saint-Maur, de la commune d'Ormesson, de Saint-Mandé, également du Perreux. Ces 4 villes où effectivement le préfet va prendre le contrôle des permis de construire, nous dit cet article. Dans certaines de ces villes, comme le Perreux, on compte seulement 12% de logements sociaux. La maire se défend en disant que ce taux est déjà en très nette progression. Alors Sophie Taillé-Polian, on imagine que vous applaudissez cette mesure du préfet. Vous saluez le volontarisme de la ministre aussi, Emmanuelle Wargon, sur ce sujet ? Écoutez, je considère que effectivement, le logement social, c'est du logement pour tous, et qu'en Île-de-France, on doit rompre avec cette spécialisation de l'espace. D'un côté, les villes où il n'y a pas de logement social, d'un côté, les villes où il y a du logement social. Pour le coup, le bilan de la présidente de la région Île-de-France n'est pas bon, et les maires qui la soutiennent démontrent qu'effectivement, ils ne font pas le nécessaire pour faire en sorte que le logement social puisse être développé partout. Pourquoi ? Le logement social, il faut quand même le savoir, concerne 75% des habitants de notre pays. Et en Île-de-France, on est face à une crise du logement extrêmement importante. Donc je crois qu'effectivement, ça fait quand même de nombreuses années que ces villes sont pointées du doigt, mais à un moment donné, oui, il faut que l'État agisse au nom de l'intérêt général. Et on termine avec une ville qui vous est chère, Quentin, c'est Créteil. Tout à fait, c'est là où j'ai grandi. Et c'est-à-dire dans le Parisien, c'est une initiative du maire de Créteil, l'indéboulonnable Laurent Catala, et du cinéma du Palais, qui est un des quartiers de Créteil. Ils vont projeter des films sur les façades des HLM, mais pas que, des immeubles dans les 10 quartiers de la ville. Et tout ça dans le respect du couvre-feu, mais au moment où la nuit tombe. Une manière, dit la mairie, de renouer avec l'esprit partagé du vivre ensemble. On parle beaucoup du vivre ensemble à Créteil. Et celui de la magie de Noël également. Voilà, on les salue et on applaudit leur initiative. Vous applaudissez aussi. Très belle initiative, effectivement. Ça fait un peu de culture, ça fait un peu de lumière. On a besoin de tout ça en ce moment. Et merci beaucoup. Merci Quentin, tout à l'heure. Merci Sophie Taillé-Polian d'avoir été avec nous.